Il y a des personnes qui ont un parcours exceptionnel de résilience et une bonté simple. Audrey, mon invitée, lorsque je l'interviewe, me répond « Je suis une fille de vieux, mais rien ne me prédestinait à devoir prendre en charge mon père atteint de la maladie à cœur de Lewy, 6 mois plus tard d'un cancer, et ensuite de ma mère atteinte de la démence frontale. J'avais 16 ans. Quand les bras qui vous ont si longtemps réconforté se fragilisent, quand vous souhaitez prendre soin avec douceur de ceux qui vous ont donné la vie, vous réalisez que c'est un monde inconnu qui s'ouvre devant vous. Vous êtes proche aidant et la vocation de Sweet Papy Podcast est justement de vous aider à rendre ces moments agréables et mémorables pour maintenir votre équilibre de vie et une relation pleine d'amour avec eux. Connaissez-vous l'approche Montessori Senior ? Saviez-vous que l'objectif est de proposer des activités adaptées aux capacités et aux centres d'intérêt des personnes afin de donner un sentiment d'action ? Il s'appelle ça le fameux « aider à faire seul » qui va aider à sortir de la passivité tout en maintenant un lien social. Vous savez combien je raffole des accompagnements thérapeutiques non médicamenteux, tout ce qui pourrait offrir du plaisir à être ensemble sans mise en échec. Mon invitée, Audrey, est une spécialiste et elle motive l'ensemble des proches, des aidants et des familles pour continuer à interagir entre eux d'une manière la plus agréable pour se sentir tous utiles. Donc je la laisse vous expliquer toute cette méthode et vous raconter en même temps qui elle est, d'où elle vient et ce qu'elle a fait pour arriver jusqu'à enseigner cette méthode Montessori. Alors en fait, c'est tout simple. J'aide les aidants et les professionnels à rétablir une bonne communication avec leur proche Alzheimer et aussi en les aidant à maintenir une bonne autonomie avec la méthode Montessori. Je suis basée dans le Val d'Oise, en Île-de-France, et donc je suis la fondatrice de alzheimer-et-alors.com, donc qui est une boutique e-commerce avec un blog où je partage des articles de presse tous les mardis et aussi une chaîne YouTube où il y a des vidéos tous les jeudis. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à désirer te mettre au service des autres, de nos aînés, pour les maladies entre autres neurodégénératives et particulièrement Alzheimer ? Alors au départ, j'étais pas du tout dans le médical. Moi, j'ai un bac administratif, donc rien à voir, et un BTS assistant de direction. Donc mes parents sont de l'ancienne génération et quand ils ont basculé dans la maladie, j'ai essayé de comprendre malheureusement le vocabulaire médical qui était franchement incompréhensible pour moi. Comment je fais pour les accompagner au mieux ? J'étais très jeune, parce que j'ai commencé à m'occuper d'eux, j'avais 16 ans, en me disant « il faut que je fasse de mon mieux pour que ça fonctionne et que je puisse leur maintenir leur qualité de vie ». Et donc, à partir de là, j'ai basculé dans le paramédical. Donc, j'ai commencé par faire une formation en aide à domicile, puis après en secrétariat médical pour comprendre le jargon. Et quand j'ai fait mes études d'aide-soignante, donc je suis passée par des stages comme toutes les études, un en psychiatrie qui s'était pas passé superbement bien. Et le premier truc que je m'étais dit quand j'avais eu mon professeur, malgré le fait que j'avais réussi mon examen, c'était en psychiatrie, non jamais. Et donc, juste derrière, j'ai eu un stage à l'APF, donc à l'Association des paralysés de France. Du coup, là, j'ai vu une toute autre méthode de soins et je suis tombée dans la méthode Montessori. J'ai découvert que des hémiplégiques, ils pouvaient encore beurrer leur tartine tout seuls. J'ai découvert qu'ils pouvaient faire des comités d'accueil, qu'ils faisaient du théâtre. Et là, je me suis dit, c'est ça. Moi, je veux faire ça. Et donc, du coup, après, je suis sortie de l'école diplômée. Et le premier boulot que j'ai trouvé, je vous le donne en mille, il était en psychiatrie et en unité Alzheimer. On reste pas sur un échec, de toute façon, c'en était pas un, j'avais réussi mon examen. Et donc, j'ai monté les échelons d'aide-soignant là-bas. Et un jour, l'endroit où j'étais, ils formaient la méthode Montessori pour les seniors. Et là, je me suis dit, je veux. J'étais dans les premiers salariés, je faisais le pied de grue devant la direction pour ça. Et du coup, j'ai commencé à faire cette méthode-là. Donc, on a eu 3 jours de formation. Franchement, c'est formidable et ça ouvre tout un monde de possibilités, surtout au niveau de la qualité de vie et de la prise en soin. Parce que du coup, je déteste le mot prise en charge. Ce sont des personnes, pas des cartons. Voilà. Et tout à fait, nous sommes d'accord. Et du coup, une fois que je me suis intéressée à Montessori, je me suis dit, je veux en savoir plus. Et à l'époque, j'ai été formée, moi, par AG Développement Gérontologie, qui sont basés à Paris,
qui sont devenus depuis Montessori Lifestyle, en collaboration avec Cameron Camp. Et Cameron Camp, c'est le professeur qui a mis au point l'adaptation de la méthode Montessori, donc de la fameuse Maria Montessori pour les enfants, mais pour les seniors. Et j'ai été jusqu'au Canada faire des stages avec lui. Et depuis, j'ai eu le merveilleux bonheur de faire ce beau métier de conseiller de vie Montessori Alzheimer. Et j'espère qu'on va pouvoir le faire se développer au maximum et qu'on change ainsi, comme ça, la vision des choses concernant les personnes atteintes de troubles cognitifs. Parce que ce ne sont pas des gens malades, ce sont des gens, pour nous, qui ont un handicap qu'on va essayer de contourner en les aidant au quotidien. Alors, Montessori Senior se base sur des concepts très simples. Alors, en fait, il y a d'abord la liberté de choix. Donc, on n'impose jamais ce qu'ils veulent faire. Soit ils acceptent, soit ils acceptent pas. On leur demande aussi s'ils veulent bien le faire. Donc, on force pas. Et surtout, si quand ils ont aimé, est-ce qu'ils veulent recommencer. En fait, c'est relativement simple. On se base sur leur capacité préservée. Du coup, il y a 4 grosses catégories. Il y a les habilités sensorielles, les motrices, les cognitives et les sociales. Et à partir de là, nous, on monte des projets d'accompagnement personnalisés. Donc, c'est ce qu'on appelle des projets de vie. Et on leur demande ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils préfèrent. Du coup, ça change beaucoup de choses. Par exemple, je me souviens d'un petit monsieur qui est à domicile. Charmant monsieur, mais qui est un peu bougon le matin, qui aime pas se lever. Et les auxiliaires de vie avaient un mal fou à le faire sortir de son lit pour aller faire la toilette. Je fais, est-ce que c'est parce qu'il a pas envie? Je fais, est-ce qu'il aime pas se laver? Et je fais, est-ce qu'il va vous sortir quelque chose comme l'eau ça fait rouiller? Parce que j'ai déjà vu ce genre de cas, donc c'est assez marrant. Là, elle me dit, je sais pas en fait, je lui ai pas posé la question. Et a eu à poser la question, et en fait, ce qui se passait, c'est que ce monsieur, avant de perdre son autonomie, il aimait prendre son petit déjeuner au lit, et on le faisait dans l'autre sens. Alors là, je leur ai dit, je fais, on fait on reprend ses habitudes à lui, on va lui donner son petit déj au lit, et après, il ira faire sa toilette. Ils l'ont mis en place, et ça a marché superbement bien. Il était tout heureux de pouvoir prendre un rythme comme ça. C'est ce qu'il avait adoré pendant des années. Exactement. Sans compter qu'il était heureux, mais il a aussi remercié tous les intervenants. Donc aujourd'hui, comment tu arrives à partager cette confiance et à transférer ce message à travers les aidants? Et quelles sont leurs réactions? Alors ça va paraître complètement idiot, mais en fait c'est ce qu'on appelle chez Montessori le test du sourire. Donc en fait, si vous souriez à la personne en face de vous, il y a de grandes chances, par ce qu'on appelle le neurone miroir, qu'elle sourisse aussi. Et donc plus vous allez l'impliquer dans la vie au quotidien, plus elle va avoir de l'engagement avec vous. Et donc ce que j'apprends aux aidants au départ, c'est déjà de pas culpabiliser. Ce n'est pas de leur faute si leur proche a eu une maladie ou est tombé dedans. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils se soient occupés d'eux ou pas. Et surtout, je leur donne des clés pour pouvoir faire face aux problèmes qui leur tombent dessus. Alors, au départ, je leur donne mon numéro de téléphone. Dans un premier temps, on échange sur le challenge le plus pressé qu'ils ont. Donc, ça peut être un arrêt de nourriture, la déambulation lors des repas, de l'incontinence. Et à partir de là, en fait, on va lister les fameuses capacités préservées de la méthode Montessori, et on va construire le projet d'accompagnement personnalisé ensemble, et on va mettre des actions en place. Et donc, à partir de là, au niveau des aidants, ce qu'ils apprécient particulièrement dans cette méthode, c'est que c'est un travail qui est collaboratif. Je leur demande leur avis à eux, mais je leur demande aussi l'avis de la personne en accompagnement et aussi des autres intervenants qui sont avec eux. Donc, ça va du médecin traitant, l'équipe des SAD, les auxiliaires de vie, les voisins des fois qui font les courses, les psychomotes, les kinés. Et du coup, à partir de là, on arrive vraiment à faire ce qu'on appelle une routine de vie où la personne, justement, qui a des troubles cognitifs arrive à se situer dans le temps et dans l'espace, qui est extrêmement important vu qu'on le perd avec Alzheimer, et surtout, du coup, vu qu'elle est de bonne humeur et qu'elle participe, l'ambiance est détendue, et si l'ambiance est détendue, on a des moments de qualité, et les aidants, ils se fatiguent moins. Le deuxième point que je voulais voir avec toi, c'est comment tu mets en place donc ces étapes. Tu en as parlé un petit peu par rapport à la prise en charge de l'accompagnement aux aidants, mais toi, tu es en train de monter une société, et donc c'est basé sur quoi? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur qui complète ce dispositif Montessori Senior? Donc au départ, j'ai créé des livres facilitateurs de communication. Donc en fait, ce sont des livres spécialisés pour les personnes qui ont des troubles cognitifs, pas seulement Alzheimer, ça marche aussi sur les personnes qui ont d'autres types de démence. Et ce sont des livres en fait qui vont aider à faire de la communication et à recréer du lien social. Parce que
qu'on regrette le plus si on interroge tous les professionnels ou les aidants actuellement concernant cette maladie, c'est la perte du lien social. Et donc, avec ce type de livre, déjà, ils sont plus aiguillés par fil rouge sur des questions et on va faire en sorte d'aider la mémoire de la personne qui a des troubles cognitifs à revenir à travers ces livres. Sinon, par-dessus, il y a aussi ce qu'on appelle les séquençages. Donc, c'est la même chose que ce qu'on fait en apprentissage pour les enfants, par exemple pour les autistes, mais adapté aux personnes qui ont Alzheimer. Par exemple, dans le dernier que j'ai fait, nous avons mode opératoire de la cafetière. Parce que la dame, c'était son auxiliaire de vie qui faisait son café tous les matins et puis elle le faisait toute seule avant. Donc, on a monté des petits séquençages comme ça. Donc, de mode opératoire, il y a aussi le balisage, donc pour tout ce qui est repères spatio-temporels. Comme ça, ils peuvent chercher dans la maison sans se perdre ou savoir où sont les choses dont ils ont besoin dans les placards. Et aussi, quelques petits jeux. Bien que là, après, c'est plus facile avec des animateurs, mais on connaît tout peut se faire sous forme de jeu. Après, il suffit d'avoir un peu d'imagination. Et surtout, là, actuellement, sur la dernière chose sur laquelle je bûche, c'est une formation. Donc, ça sera une formation sur 12 mois, donc totalement en ligne, puisque je sais très bien que les aidants, le temps, on n'en a pas toujours. Hein. Et du coup, ça sera, je l'ai appelé accompagnement Montessori au top. Et du coup, à travers ces 12 modules, on apprendra à comprendre la maladie, comment faire face à tout ce qui est problème du quotidien. Je pense notamment aux troubles du comportement, aux déambulations, aux insomnies, aux petits cadeaux post-incontinence qui sont pas super sympas. Quelles aides éventuellement on peut prétendre? Qui sont les professionnels de santé qui rentrent dans le parcours de soins? Et surtout, un gros module de communication et d'activité de la vie quotidienne transformée en Montessori pour pouvoir rendre de l'autonomie. Donc, et là, c'est vraiment très, très complet. Et est-ce que tu penses, avec ton expérience maintenant, professionnelle et celle que tu es en train d'acquérir par un autre biais, il y a d'autres choses qui n'ont pas été mises en place encore, qu'on pourrait redévelopper? Effectivement, les stades évoluent tous différemment chez une personne à l'autre, mais que ça va forcément en empirant, hélas. Alors oui, pour les personnes à domicile, il y a énormément de choses qui sont possibles et qui feraient plaisir. Je pense notamment pour quand les auxiliaires de vie veulent gagner du temps au choix des vêtements le lendemain. Donc en général, elles posent tout elles-mêmes et puis elles posent pas la question. Alors que poser la question de que voulez-vous porter aujourd'hui, est-ce que vous voulez porter une robe ou un pantalon, c'est déjà super sympa. Pour l'aider à s'habiller, il suffit juste de mettre le linge dans le sens de l'habillage et de faire des petits pictogrammes dans le sens dans lequel il faut les mettre au cas où il aura un oubli. Je pense aussi notamment à tout ce qui est repas. Nos seniors actuellement, même si je déteste les appeler des seniors, pour moi ce sont des livres d'histoire ouverts et c'est magnifique. J'adore échanger avec eux. Ce sont des personnages. Pour moi, ce sont des personnages. C'est des moments d'histoire humains. Voilà. Voilà, c'est ça. Du coup, ils adorent cuisiner pour beaucoup parce que ça leur rappelle ce qu'ils faisaient. Donc, je sais pas, dans les derniers trucs que moi j'ai fait en activité pour le domicile, un bœuf bourguignon. On se dit c'est super compliqué, mais non en fait. Et une personne qui sait encore utiliser un économe, elle sera ravie de vous aider. Puis vous allez gagner du temps en faisant de la cuisine. Et en plus, elle aura la joie de je vous ai aidé à faire quelque chose et elle pourra le dire. Et c'est magique, en fait. Il suffit juste, pour mettre en place quelque chose à domicile ou en institution, de poser la question. En fait, il faut poser la question et se dire qui j'ai en face de moi. Pas j'ai une personne qui a Alzheimer. C'est qui, en fait? Le Alzheimer, on l'oublie. Et c'est qui? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qui lui ferait plaisir aujourd'hui? Et du coup, ça change tout un pan de vie. Moi, par exemple, j'ai eu un aidant où il avait des problèmes le soir pour que sa petite maman s'endorme. Et il m'a dit, je n'y arrive pas. Il fait, elle est propre, elle manque de rien, mais il fait, je sais pas. On a l'impression que ça l'angoisse. Et là, je lui ai dit, est-ce qu'elle a une veilleuse? Et elle n'en avait pas. J'ai dit, on va mettre une veilleuse et puis on va mettre en place une routine du soir. Donc, une routine du soir, en fait, c'est un petit document avec des étapes. Donc, par exemple, je me brosse les dents, je vais aux toilettes, je mets mon pyjama, je me mets au lit, je lis un bouquin, j'échange avec les personnes autour de moi, j'ai mon bisou, je vais me coucher. Et je lui ai dit, on va le mettre en place, on va lui montrer que vous êtes là, qu'elle n'a pas besoin d'avoir peur et que vous allez laisser la lumière et que vous allez laisser la porte entrouverte.
Du coup, on a mis cette petite chose en place. Alors, au début, sa petite maman, elle était pas super fan, hein, comme elle dit, elle fait, je le sais qu'il faut que je me lave les dents, etc. Elle fait, c'est pas ça que je veux. Je lui ai dit, mais regardez tout en bas, je fais là, il y a marqué heure du câlin. Et là, elle me fait, qu'est-ce que c'est? Je fais, c'est le moment où votre fille et vous faites des grosses embrassades et des gros câlinous avant de dormir. Et là, elle me fait, oui, ça j'aime bien. Et donc, du coup, tous les soirs, après, c'était l'heure du câlin et elle ouvrait les bras avant même qu'on soit arrivé à la fin, base de non, mon câlin d'abord. Hein. Elle était pressée. C'était formidable parce que je lui ai dit, avant que vous partiez, vous quittiez sa chambre, je lui ai dit, dites-vous que vous laissez la lumière, vous laissez la porte ouverte, que vous êtes à côté et que si elle a besoin de vous, il suffit qu'elle vous appelle. Et ça a changé du tout au tout. En une semaine, on a réglé des problèmes qui duraient depuis 2 ans. À travers ton intervention, c'est une analyse que tu as qui vient de l'extérieur, où tu regardes tout ce qui se passe avec les différents intervenants et la personne qui est au milieu, qui est au centre de tout ça, avec Alzheimer, mais qui est au centre de tout ça, et qu'en analysant toi de l'extérieur, tu arrives à avoir une vision rapidement de ce qu'il faut installer avec le concept de Montessori Senior pour pouvoir informer les aidants de ce qu'ils ont à mettre en place à chaque fois. Exactement. Et après, ils prennent l'habitude, j'imagine, les aidants. Tu leur apprends à le faire, c'est-à-dire que tu n'as plus besoin automatiquement, toi, de leur dire vous devez mettre en place des petites cartes, des petits mots, des flèches, et eux ils s'habituent parce qu'ils se rendent compte que c'est plus agréable ou c'est moins difficile pour eux après à gérer. Ils voient les résultats. En fait, le concept vraiment de base de Montessori, si on la résumait sur un slogan, ça serait « Aide-moi à faire seul ». Donc, c'est vraiment rendre l'autonomie. Je peux le faire, j'ai juste du mal à le faire. Et donc, ce que j'explique aux aidants, en fait, c'est qu'il faut juste penser à comment je peux aider la personne que j'accompagne. Et du coup, moi, en tant que personne extérieure, alors oui, je demande de l'aide, je demande aux aidants, parce que la personne, forcément, quand j'ai contact avec elle, je ne la connais pas au départ. Je demande aussi l'avis des autres professionnels de santé qui passent. Et surtout, ce que moi je fais en général en premier, c'est ce qui fait en général dresser les cheveux sur la tête ou surprend beaucoup les aidants chez qui j'interviens, c'est je commence tout de suite par la personne justement qui va être au centre de la prise en soin. Et la première chose que je lui demande, c'est qu'est-ce que c'est que vous rêveriez de faire dans les 12 prochains mois? Je lui demande son rêve. Et à partir de là, des fois, on a des choses très intéressantes. Et je me souviens d'une personne qui était à domicile où ses petits-enfants habitaient en Bretagne et ils venaient la voir qu'à Noël. On était en plein mois de décembre et cette petite dame me dit alors moi, ce que j'aimerais, elle fait, je sais que des fois, je me trompe dans les prénoms. Elle fait, c'est pas de ma faute. Mais elle fait, j'adorerais que mes petits-enfants, elle fait, ils soient avec moi pour la fête des mamies. Elle fait, ça serait super chouette. Et elle fait, comme ils sont bretons, elle fait, moi aussi, elle fait, on ferait des crêpes. On fera une journée, un après-midi crêpes. Et que là, du coup, je l'ai noté. J'ai continué ma journée et après, je l'ai mis en place, du coup, avec les aidants et avec les petits-enfants en leur disant, voilà, j'ai discuté avec votre mamie. Alors, déjà, ça les a scotchés qu'ils puissent discuter avec une personne avec qui, logiquement, on est censé pas pouvoir discuter, alors que c'est faux. Et là, je lui dis, elle voudrait vous faire des crêpes pour la fête des mamies. Je fais, est-ce que vous accepteriez de venir? Et on fait un après-midi crêpes. Et je vous explique comment faire un atelier crêpes avec votre grand-mère. Et pour qu'elle puisse profiter de vous. Et là, ils m'ont dit, non, la pâte à crêpes, on sait la faire, on va pas vous déranger pour ça. Donc, j'aurais donné des fiches d'étapes de comment faire et de comment mettre en place cette activité crêpes pour que ça se passe au mieux. Formidable. Ils lui ont fait la surprise. Ils sont venus le matin, juste après son petit déjeuner. Elle a vu ses 3 petits-enfants débarquer avec le matos de course pour les crêpes. Et là, ils lui ont fait, mamie, cet après-midi, c'est atelier crêpes et en plus, on reste dîner. Et là, La mamie s'est mise à pleurer, les petits-enfants aussi, et c'était génial. Ils ont fait même tellement de crêpes qu'ils ont nourri tout le quartier. Ah, c'est extraordinaire, tu vois. C'est pour ça qu'il faut arrêter de penser qu'on ne peut pas faire des choses avec eux. On peut faire des choses extraordinaires avec eux. Tout à fait. Quand on pense à ce qu'on appelle les domaines experts, donc tout ce qu'ils ont eu l'habitude de faire pendant X années, je pense notamment aux musiciens. Moi, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui était violoncelliste professionnel, qui s'est retrouvé avec une démence et donc a atterri en EHPAD, faisait les cours de musicothérapie. Et ce qu'elle regrettait, c'était de ne pas pouvoir jouer. À chaque fois qu'elle allait chez le médecin lui disait
Vous ne pouvez pas jouer, vous ne savez plus jouer, vous ne pourrez pas jouer. Il commençait seulement à mettre en place la méthode Montessori et j'ai été voir le musicothérapeute et là je lui ai dit, si vous connaissez le violon ou quelqu'un qui connaît le violon, est-ce que vous pourriez mettre en place, des activités Montessori individuelles parce que nous avons des groupes mais aussi des individuels puisqu'on se base sur le projet d'accompagnement pour cette dame pour voir si elle sait toujours jouer du violon. Un soir de Noël, j'ai reçu une petite invitation et cette petite dame, elle a donné un concert de violon devant 86 personnes. Elle jouait magnifiquement bien. Elle n'a absolument rien oublié et c'était magique. Donc en fait, ce qu'il faut se dire, ce ne sont pas des gens malades, ce sont des gens qui ont un handicap et que tant qu'on peut les aider à essayer d'éviter que la maladie progresse trop vite, il faut le faire. Et c'est du bonheur pour tout le monde. Si vous semez du bonheur, vous récoltez du bonheur. Voilà, là, presque la fin. C'était superbe, en tout cas. Pour finir, comment est-ce qu'on peut te joindre ? Juste le nom de ton site, le rappeler. Et puis, je mettrai tous les autres éléments sur la description de l'épisode et sur tous les réseaux sociaux. Alors, ça va être relativement simple. Donc, mon site, c'est alzheimeretalors.com. Donc, tout attaché. Et donc, vous avez sur le site, vous avez aussi la boutique qui est accrochée sur le même site et le blog. Pour la chaîne YouTube, donc c'est aussi Alzheimer et alors. Et si vous avez un petit doute, en se demandant si c'est moi ou pas, alors vous allez tomber sur un petit personnage que j'ai dessiné moi-même, qui est un petit point d'interrogation en puzzle qui lève le doigt. Donc, c'est notre mascotte. Et notre mascotte, en fait, elle s'appelle Alzi et elle se trouve, en fait, en fin des articles de presse que j'écris le mardi pour pouvoir vous donner des petites clés au quotidien pour vous aider. Voilà. Donc, j'espère franchement que vous penserez autrement qu'à une prise en soin par les médicaments, parce que je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'ils les utilisent, mais qu'il y a aussi d'autres manières et que vu que c'est pas curatif, la qualité de vie, c'est ce qui prime. Et que la méthode Montessori, au même titre que d'autres interventions médicamenteuses, c'est vraiment ce qu'il faut pour eux et pour vous, pour que ça aille mieux au quotidien. En tout cas, 1000 fois merci Audrey pour cet échange si riche pour nous tous et encore bienvenue à toi dans l'univers du Sweet Papy Podcast. Alors comme tous mes invités, tu vas avoir la chance de répondre à 2 petites questions rigolotes, beaucoup plus personnelles pour la fin et que tu n'as pas vues dans le questionnaire que je t'ai envoyé. Donc là, tu vas avoir le temps de respirer 2 petites secondes. Et la première, c'est: si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais ? Alors là, moi, si j'avais une baguette magique, le premier truc que je ferais, ça serait de changer les consultations mémoire. Donc les consultations mémoire, en fait, c'est comme ça qu'on pose le diagnostic Alzheimer. Et on passe par le médical avant de passer par la personne. Et moi, ce que je rêve, c'est d'une consultation mémoire où on demande déjà à la personne et qu'on s'occupe de ses capacités préservées avant de prendre en charge le médical. Parce que ça changerait tellement les choses, en fait, de se dire, c'est un être humain, je le considère d'égal à égal. Merci, ça c'était très beau. Ma deuxième question, si tu devais te retrouver à nouveau en face de Audrey quand elle avait 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais ? Alors, je lui dirais déjà que quand on est petit, on a beaucoup de rêves. Alors, moi, j'ai eu une imagination débordante, donc j'en ai eu énormément. J'ai voulu faire tous les métiers du monde jusqu'à vétérinaire pour fourmis. Je rêvais de leur faire des plâtres. J'ai toujours aimé, en fait, ce qui était le soin et je suis quelqu'un, en fait, de très altruiste. J'aime beaucoup prendre soin des autres. Et je lui dirais, même si tu penses que tu es une toute petite personne, même tout petit, tu as quelque chose à apporter. Et peu importe l'âge de la personne en face de toi, si tu as quelque chose à partager, faut pas avoir peur de le faire. On aurait pu penser que le diktat de la maladie de ses proches, la souffrance engendrée ou la découverte du long chemin du proche aidant aurait pu détruire cette jeune fille de 16 ans. Bravo Audrey pour ce que tu as réalisé. Ce challenge, peut-être comme vous, elle a su le relever. Comme d'autres d'ailleurs, de mes invités dans le podcast, comme Vanessa dans l'épisode 33 ou Sophonie dans l'épisode 44. Alors la question, elle est simple. Comment pouvons-nous nous en sortir grandis, différents pour devenir de meilleurs humains demain ? Comment pouvons-nous accompagner l'autre dans la tendresse, dans la douceur ? Comment transformer ces émotions en solutions alternatives et positives pour nous aidants ? C'est ce que je vous propose à travers la conférence aidante. C'est une conférence en visio, une fois par mois.
réalisés avec des professionnels comme Audrey, des proches aidants et d'autres personnes qui viennent apporter leur pierre à l'édifice dans l'univers de Sweet Papy Podcast. Venez améliorer vos connaissances, venez améliorer votre confiance en vous. Venez nous rejoindre dans ce groupe et venez discuter avec moi à travers sweetpapypodcast@gmail.com. Je vous attends. À bientôt. Encore merci d'avoir suivi cet épisode où la parole doit rester protectrice et les mots portés par le cœur. Si les thématiques abordées dans ce podcast vous ont intéressé ou vous êtes concerné, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. Je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous et pourquoi pas de vous interviewer. Pensez à partager l'univers de Sweet Papy, abonnez-vous et notez 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify avec un petit commentaire. À très bientôt. Prenez soin de vos proches.